la toundra arctique. Dans la baie d'Hudson, les Inuits se sentent reliés depuis toujours aux ours blancs. Des forêts d'automne à perte de vue. Les réserves des Premières Nations ont besoin du train et de chefs qui s'engagent pour leur communauté. De vastes prairies et des champs. Ici, pour les autochtones, la chasse est une évidence. Et si nous prenions un billet de train pour le cœur du Canada, pour la baie d'Hudson? Nous allons parcourir le Manitoba, de Winnipeg à Dauphin puis à Thompson. Au-delà, seul le train circule et il nous emmènera à 1700 km de notre point de départ jusqu'à Churchill, sur la baie d'Hudson. Winnipeg, la capitale de la province du Manitoba. Elle accueille des habitants d'origines diverses. On y trouve à la fois des immigrants du monde entier et des membres des nations autochtones. La ville compte 750 000 habitants, soit plus de la moitié de la population totale du Manitoba, et elle ne cesse de grandir. Sa diversité culturelle s'exprime à travers plus de 600 fresques murales. Peter Thomas fait partie des artistes qui ont peint ses œuvres d'envergure. Son thème préféré, ce sont les animaux de sa région. Il fait partie des Cris, l'un des plus grands groupes de Premières Nations du Manitoba. Chez moi, dans mon enfance, on mangeait des animaux sauvages. La chasse reste une activité de survie essentielle pour beaucoup d'Autochtones. Ici, j'ai choisi de peindre des oies, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elles m'ont permis de manger quand j'étais ado. J'ai un tatouage sur mon bras. Et d'autre part, les oies représentent aussi la solidarité et la force du groupe. Quand elles volent en formation, chacune profite de la protection et du soutien de la précédente face au vent. Et elles se relaient pour se placer en tête. Il n'y a pas de chef. Je crois que ça fait partie des valeurs qu'on a un peu perdues. Quand on a quitté la réserve pour venir à Winnipeg, c'était un grand changement pour moi. Il a fallu que je trouve mes marques. On a vécu dans ce quartier, entre autres. Et c'est grâce à toutes ces fresques et à l'art autochtone que j'ai réussi à me sentir chez moi. Le bâtiment de la compagnie de la baie d'Hudson se trouve toujours dans le centre-ville de Winnipeg. Cette entreprise britannique, fondée en 1670, avait l'exclusivité du commerce des fourrures au Manitoba. Pour les Premières Nations, sa fondation marque le début d'un long calvaire. Les animaux que peint Peter visent aussi à rappeler à qui appartenaient ces terres. Winnipeg est né à la confluence de l'Assiniboine et de la rivière Rouge. Cet espace, appelé la Fourche, est aujourd'hui un lieu de rencontre et de mémoire. Les Autochtones se réunissaient ici au point de convergence des deux rivières. Les cours d'eau étaient les principaux axes de transport. On s'y déplaçait en canoë. Et cette fourche était un secteur d'échange. Mes ancêtres sont venus ici et je suis là moi aussi. C'est une longue histoire de résilience et de survie. En langue cri, le nom Winnipeg provient des mots win, la boue, et nipi, l'eau. Il y a beaucoup de vases sur les fonds.
Des skateparks comme celui de La Fourche, il y en a 16 dans la ville. Le skate est apprécié de la jeunesse autochtone. Le skate m'a enseigné la résilience. Si on tombe, il faut se relever, jusqu'à ce qu'on y arrive. En tant qu'autochtone, ça m'a permis de surmonter un tas de choses. La langue, la couleur de peau, la culture. Dans un skatepark, rien de tout ça n'est important. Quoi qu'il arrive, on aura le soutien de la communauté des skaters. C'est le même type de solidarité que celui qui unit les oies pendant leur vol. Je peux aller partout dans le monde et je sais que je serai bien accueilli parce que je fais du skate. Ce n'est pas un hasard si le Musée canadien pour les droits de la personne et la Tour de l'Espoir sont eux aussi dans le quartier de La Fourche. La gare, l'Union Station, se trouve tout près de là. Cet édifice monumental rappelle que Winnipeg a longtemps été la porte de l'Ouest canadien. Au cours du siècle dernier, des milliers d'immigrants ont transité par ici. Aujourd'hui, il n'y a que 6 départs de train de passagers par semaine, opérés par la société Via Rail. 2 d'entre eux vont jusqu'à la baie d'Hudson. Merci. Pendant que le chef de train s'occupe des provisions pour ce voyage de 45 heures, les passagers arrivent. La contrôleuse accueille chacun d'entre eux. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, où vous voulez sur la gauche? Ici, 693. Le train Via est fermé et sécurisé, prêt au départ de Winnipeg. À vous? Train sécurisé et prêt au départ, c'est ça? C'est ça. Chaque trajet est différent. Ce serait formidable que tout se passe bien, mais en cas de souci, on saura gérer. Pour l'instant, c'est surtout le calme plat. Le train de Via Rail n'a pas l'autorisation de partir. Un immense convoi de marchandises arrive en ville et bloque la voie. Ce n'est pas toujours facile. On partage les rails avec une compagnie de fret. En fait, les voies lui appartiennent. Donc, elle a la priorité. Et il arrive souvent qu'on doive attendre que le convoi de marchandises passe. Ça peut durer 10 minutes ou 1 heure. Ça fait partie des impondérables de ce trajet. Au bout d'une petite heure d'attente, le train peut enfin partir, d'abord en direction de l'ouest. 2 jours et 2 nuits de trajet en compagnie de Grant, Ryan et Molly. Je vais faire 2 semaines de bénévolat au centre de recherche nordique de Churchill. J'aimerais beaucoup voir un ours blanc pendant mon séjour. Je suis très intéressée par la faune arctique et sa conservation. Pour moi, ce serait un rêve qui se réalise. J'ai posé quelques jours de congé et j'espère vraiment voir une aurore boréale. C'est l'un de mes buts. L'amoureux des trains qui est en moi adore cette atmosphère très surannée. Ces voitures datent des années 1950. On ne voit pratiquement plus ce genre de toit panoramique dans le monde. Sur le trajet, on croise de nombreux convois de marchandises, parfois de plusieurs kilomètres de long. Ils traversent le Canada de Vancouver à Toronto. Ce qui intéresse Grant et les autres amateurs de train surtout, c'est d'observer ce grand portique blanc en action. Le train passe dessous à vitesse normale et le portique prend des photos en rafale. Une intelligence artificielle scanne les clichés pour voir s'il y a un souci sur telle ou telle voiture ou s'il y a une porte ouverte sur un conteneur. C'est un dispositif de sécurité, en fait. J'avais lu des choses dessus, mais je n'en avais jamais vu. C'est cool. J'adore ce genre de truc. C'est mon côté geek. Bonjour, vous allez à Churchill? Nathalie enregistre chaque passager et sa destination. Je suis en train de compter les billets.
Ensuite, je vais dire aux mécaniciens où les passagers descendent. En l'occurrence, ils vont descendre à 5 arrêts différents. Et certains vont jusqu'au terminus, à Churchill. On a davantage d'arrêts prévus sur l'horaire, mais pour certains, on ne s'arrête que s'il y a une demande, parce que ce sont de toutes petites localités. Portage-la-Prairie abrite une communauté de métis de la Rivière Rouge. Will Goodon est l'un de leurs représentants. Les métis se considèrent comme un peuple autochtone à part entière, issu des Premières Nations et des premiers Européens établis au Canada. Il y a eu des mariages mixtes entre des femmes indiennes et des négociants en fourrure venus de France ou d'Écosse. Mais au bout d'un certain temps, les pères retournaient en Europe et leurs familles étaient livrées à elles-mêmes. Et les tribus des Premières Nations, dont les mères étaient issues, les repoussaient aussi en dehors de la communauté. Il y avait donc un rejet des deux côtés. L'idée d'une nation est née du fait que toutes ces familles se sont regroupées pour vivre ensemble. Et elles ont assez vite développé leur propre culture, notamment autour du violon et de la danse. La musique contient beaucoup d'éléments écossais et français, mais en arrière-fond, on entend aussi l'écho des tambours des Premières Nations. Le jeu traditionnel des violonistes est particulier, et Gary est l'un des maîtres en la matière. Toutes les chansons métisses ont une cadence à part, avec un temps manquant. Les danseurs doivent adapter leurs gestuels et leurs pas à ce rythme. Le train passe dans la prairie depuis 1886. Autrefois, les métis y chassaient le bison. Magnifique. Aujourd'hui, les bisons ne vivent plus que dans le parc national de Riding Mountain. Génial. C'est merveilleux. Chaque fois que je vois un bison, je me sens relié à mes ancêtres. Mon cerveau me ramène 2 siècles en arrière. Et je vois des milliers de bisons qui broutent les hautes herbes. C'était très chouette. Mon père chassait le bison dans le temps. C'était de très grandes parties de chasse, qui réunissaient parfois des centaines de personnes. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Et le bison nous soudait. Il faisait de nous une nation. Pour les métis, la chasse va de soi. Will a hérité de terre. Aujourd'hui, il aimerait attraper un canard ou une oie. Nous avons dû nous battre pour conserver notre droit de chasser. Il a fallu aller jusqu'à la Cour suprême. En fait, on m'a traîné en justice pour avoir chassé sur ce lac. Et voilà, une belle bernache du Canada. Aujourd'hui, ce droit est acquis. Et c'est une source de réjouissance constante pour notre peuple. Voilà, c'est parfait. Super. Elle était au mauvais moment, au mauvais endroit. Un coup, un oiseau. Je m'impressionne moi-même. Ici, c'est plutôt un coin à canard. C'est la première fois que je tire une oie dans ce secteur. En général, elles sont plutôt dans les prairies, dans les champs.
La forêt est pleine de traces d'animaux. Le castor, il passe par ici. C'est sa piste. Il l'a creusée au fil des ans. C'est là qu'il vient pour se nourrir. Ensuite, il repart à la nage. C'est pour ça qu'il creuse un chenal profond, pour aller jusqu'au prochain lac. Le castor est important pour le Canada. Il suffit de voir les armes du Manitoba. Le castor est au sommet. Quand j'étais petit, c'est l'une des premières choses que mon père m'a apprises. On venait par ici, sur ces lacs, pour piéger le castor. Mais aujourd'hui, les fourrures ne sont plus très demandées et les prix sont bas. Dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine de trapper. Le terrain dont Will a hérité comporte aussi un petit chalet. C'est un lieu de retraite depuis plusieurs générations. Le cœur historique d'une famille métisse. C'est un endroit qui m'est très cher, parce que mes grands-parents ont vécu ici. Et mon père aussi. Mon père est juste ici, au-dessus de moi. Et mes grands-parents sont sur le mur là-bas. Je suis fier de ma famille et d'être métisse. Et je trouve très important de transmettre tout cela à mes enfants. Les métis font frire le pain à la poêle. Et aujourd'hui, en garniture, il y aura des magrets d'oie. Tiens, bien joué mon chien. Cette espèce est intimement liée au Canada. C'est une bernache du Canada. Cette oie est connue pour migrer sur de longues distances. Elle va tout au nord, jusqu'à Churchill pour nicher. Et ensuite, elle redescend sur des milliers de kilomètres jusqu'aux États-Unis. Donc, la bernache est un animal emblématique du Canada. Un petit sandwich d'oie. Ça, c'est le bonheur. Le pain frit, les magrets d'oie et cet endroit. C'est une merveilleuse journée. Pendant que les oies volent vers le sud, le train file vers Churchill. Un coyote solitaire arpente la prairie. Ces vastes étendues herbeuses paraissent sans fin. Aujourd'hui, une grande partie est dévolue à l'agriculture. Ça continue sur des kilomètres. C'est magnifique à voir ces immenses espaces. Beaucoup de gens m'ont dit, tu vas passer 45 heures dans un train, tu es sûr de toi? Mais je trouve ça très agréable et paisible. C'est toujours la même chose. Et ça va lentement. Rien ne change. Je ne suis pas d'accord. Je trouve ça vraiment captivant. Pour moi, c'est d'un ennui. Je trouve pas ça ennuyeux. Je suis écologiste, donc j'aime bien la campagne. J'aime bien observer les animaux. Et on peut voir comment les gens travaillent la terre et vivent ici. Il y a plusieurs types d'agriculture. Ça me plaît bien. Des paysans venus d'Europe de l'Est se sont établis dans la région dès la fin du XIXe siècle. La prairie est le grenier à blé du Canada. Mais on y cultive aussi du soja. Ernie Sierski fait partie des agriculteurs prospères du Manitoba, connus pour leur blé riche en protéines. On a beaucoup de types de sols différents, mais c'est une terre fertile si on la traite de façon adéquate.
Plus on sème tôt, plus la teneur en protéines est élevée. Ce blé qu'on voit aujourd'hui doit en contenir 14,5%, ce qui est beaucoup. C'est l'idéal pour la minoterie et pour les boulangers. Ses parents sont arrivés d'Ukraine pour s'établir ici, le long de la voie ferrée. Et Ernie ne s'imagine pas vivre autrement. Je fais ce métier depuis 49 ans et je ne continuerai pas si ça ne me plaisait pas. Regardez autour de vous, ces merveilleuses couleurs d'automne. C'est un cadre de vie magnifique et je suis bien ici. Ernie transporte son chargement de blé vers l'un des nombreux points de collecte installés sur la voie ferrée. Les agriculteurs ont besoin des trains de marchandises. Si on n'avait pas le train, on devrait transporter toute notre production par camion. Les ports sont à 2500 km d'ici. Ça représenterait un coût prohibitif de transporter tout ça par la route. Ces wagons peuvent contenir entre 80 et 100 tonnes de blé, alors que la charge maximum de mon camion est de 20 tonnes. Donc un seul wagon représente autant que 5 camions. C'est l'un de mes rêves de conduire la locomotive à la tête d'un convoi de ce genre. Il y a parfois jusqu'à 152 wagons, ce qui doit faire 2 km de long. La locomotive ne viendra que lorsque tous les wagons seront pleins. Prochain arrêt, Dauphine. Beaucoup d'Ukrainiens sont arrivés ici par le train. Cette petite ville est depuis la fin du 19e siècle un centre de l'immigration ukrainienne. La communauté a construit plusieurs églises dans la région. L'église catholique ukrainienne de la Résurrection est aujourd'hui un monument historique. Janet Sierski, l'épouse d'Ernie, participe à son entretien. Ça fait partie de moi, j'ai toujours connu ça. En prenant de l'âge, j'ai mieux compris l'iconographie des églises et c'est quelque chose qui a fait écho en moi. Parmi les immigrants qui se sont établis dans la région, beaucoup étaient des paysans analphabètes. Et pour eux, la liturgie passait par cette iconographie. L'église était un endroit paisible qui revêtait une signification profonde et qui touchait l'âme des fidèles. Pour ces paysans, l'automne était une saison très importante. La moisson, c'est une période d'action de grâce. Il y a un siècle, c'était synonyme d'abondance de nourriture. Aujourd'hui, on est très reconnaissant d'obtenir une belle récolte et pour toutes les machines et la technologie qui nous permettent de subvenir aux besoins des enfants et de leur préparer un bon avenir. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving. Les Sierski célèbrent la fête de la moisson nord-américaine. Au menu, des raviolis fourrés à la pomme de terre. C'est l'un des plats qui nous rapproche le plus de la culture ukrainienne. Ce sont des vareniki. Certains les appellent aussi des pierogies, en fonction de la tradition familiale. Chacun a sa propre technique et sa recette. Ma théorie, c'est qu'il suffit de mettre suffisamment de crème aigre et de beurre dans un plat, et quoi qu'il arrive, ce sera bon. Cheers. La famille se réunit. La fête peut commencer. J'ai un gâteau. Les plats traditionnels canadiens de Thanksgiving, comme la tarte à la citrouille et la dinde rôtie, figurent aussi au menu.
Et les Vareniki trouvent leur place aux côtés d'une myriade de spécialités ukrainiennes. Tu as faim? Et voilà. Dans un dialecte de l'Ukraine occidentale, Ernie prie pour leurs proches restés en Europe, pour qu'ils aient la force de survivre à la guerre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bon appétit. Cette famille se sent chez elle au Canada. Mais elle souhaite aussi préserver les coutumes ukrainiennes et les transmettre à la jeune génération. Enlève tes mains. Tu connais cette chanson? Le Canada n'a pas vraiment de culture propre, à part celle des autochtones, et ce n'est pas la mienne. En revanche, je me reconnais dans la culture des Ukrainiens qui sont venus au Canada à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. J'appartiens à cette catégorie, et je suis fier d'être un Canadien d'ascendance ukrainienne. Levons nos verres à tout ce que nous avons ici. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre dans un pays comme le Canada, un pays en paix, au Canada. Au Canada. Le train arrive. Le train va arriver. Une animation bienvenue lors de cette fête familiale. Le train de Via Rail passe juste devant la ferme. En général, on l'entend à 2 km, dans les deux sens. J'aime beaucoup le bruit du train. C'est très particulier. Ce n'est pas un avion, pas une voiture, c'est un train. Tu l'entends? Salut le train! Les passagers se préparent pour leur première nuit à bord. Le personnel travaille par roulement. Nathalie a quelques heures de libre. J'apporte ma nourriture pour les 5 jours de trajet. On travaille 18 heures par jour et j'essaie de manger sainement pour rester en forme. Parce qu'on ne dort pas beaucoup. On fait de très longues journées. Tous ces légumes proviennent de mon potager. Quand on est de service sur ce trajet, on doit tout laisser derrière soi, sa famille et ses responsabilités. C'est une autre vie. On est immergé dans un autre univers pendant 5 jours. Tout va bien? Super. Avec le reste du personnel, on forme une petite famille. On vit tous ensemble et on travaille en équipe. Tenez, Merci. de rien. C'est l'heure de dormir. Je suis un peu fatigué de la journée et je suis content d'aller me coucher. J'ai rarement vu des couchages aussi confortables à bord d'un train. C'est génial d'aller au lit et de se réveiller des heures plus tard dans un paysage inconnu. On ne sait jamais exactement où on est. C'est la nuit noire. Bienvenue à Waboden. Un petit arrêt pour prendre l'air. Le lendemain matin, arrêt express dans une gare minuscule au milieu de la forêt. En voiture! Allez en route! En voiture! On va les réveiller. Il faut qu'on reparte, s'il vous plaît. Vous avez pris de belles photos? Il y a un train de fret de prévu et il ne faut pas qu'on reste coincé derrière, sinon on va prendre du retard. Je ne sais pas dans quel sens il arrive, mais en tout cas, il faut faire vite. En voiture! C'est la Hudson Bay Railway qui met Via Rail sous pression. Une entreprise privée qui dessert des localités isolées. Après avoir fait route vers l'ouest,
Le train a viré de bord et se dirige maintenant plein nord. Sur cette ligne à voie unique, mieux vaut ne pas croiser de convoi de fret. C'est un grand pays et on ne peut pas mettre de voies ferrées partout. Leur entretien coûte cher parce que le sol est très instable. Les trains de voyageurs font toujours la même taille, à peu près 5 voitures. Les trains de marchandises peuvent être bien plus longs. Ils ont plus de mal à se mettre sur des voies annexes. Donc la plupart du temps, ils ont la priorité. C'est notre mode opératoire et il faut faire avec ce qu'on a. Des mélèzes dorées, des forêts de conifères et de vastes tourbières. La nature à l'état pur. Le pigargue à tête blanche guette ses proies sur les plans d'eau. Ce réseau de lacs et de rivières se poursuit jusqu'à la baie d'Hudson. Ryan est animateur de jeux concours scolaires de culture générale. Il réfléchit à des questions sur la rivière Grasse, qui était autrefois une importante voie navigable malgré ses chutes d'eau. Quand j'ai la chance de faire ce genre de voyage, j'intègre un peu de saveur locale aux questions qui seront posées dans tout le Canada. Ça pourrait donner une question comme « La rivière Grasse n'est plus utilisée pour le fret et a été remplacée par un autre mode de transport. Lequel ?» Réponse « Le train ». Ou encore « Le train a remplacé la voie de transport qui aboutissait à la baie d'Hudson. Mais quelle rivière était son point de départ ?» Le Manitoba. C'est vraiment agréable de traverser ces paysages et de déconnecter. Bon, là, je suis sur mon ordi, mais en soi, ça permet de s'éloigner des écrans et du téléphone. Votre attention, s'il vous plaît. Nous arriverons en gare de Thompson d'ici une vingtaine de minutes. Ce sera sur le côté droit. Le train de fret sera rangé sur la voie de garage pour nous laisser passer. Cette fois, c'est donc le train de fret qui cède le passage. Thompson est la dernière gare accessible en voiture. C'est un point d'approvisionnement pour les habitants des environs. Betsy Kennedy est une chef des Premières Nations. Bonjour, je cherche une veste. Sa réserve est située plus au nord. Elle est venue en train pour faire cet achat. Très jolie. Nous n'avons pas de magasin comme celui-ci dans notre village, avec des vestes d'hiver. Elle me plaît. Pour rentabiliser le trajet de 4h30, Betsy achète de la nourriture pour plusieurs semaines. On a une petite épicerie qui n'a pas tout ce dont on a besoin. On ne peut pas avoir de fruits, rien qui se périme vite. Et puis c'est plus cher chez nous, parce que tout doit venir par le train. Chacun achète donc ce qu'il lui faut de son côté, dans la mesure du possible. Le train en provenance de Winnipeg est le seul moyen d'accéder aux réserves des Premières Nations, comme celle de Betsy, près d'Ilford. Le train est en retard, hein? Oui. Là, ça va. Mais parfois, on doit attendre 2 heures du matin pour qu'il démarre. Et il arrive qu'il soit plein de voyageurs aussi. C'est très ennuyeux pour nous. J'ai arrêté le train une fois. Toutes les places avaient été vendues à des touristes et on ne pouvait plus monter. Alors je leur ai dit, laissez-nous prendre place à bord, sinon vous ne passerez pas Ilford. Voilà ce qu'on doit faire parfois. Betsy se sent chez elle dans ce train pour de multiples raisons. On y arrive là. C'est ici qu'on habitait. Je suis née le long des voies ferrées. Et je monte dans le train depuis tout bébé. Mon père, mon grand-père et mes oncles, ils travaillaient tous pour le chemin de fer.
Oh, regardez, la vache! Des wagons de fret se sont renversés. Apparemment, le sol était trop meuble. Il y a beaucoup de tourbières par ici. Le sol n'a pas de socle rocheux, alors il s'affaisse en permanence. Il faut combler les trous régulièrement. En 2017, une partie de la voie ferrée a été emportée par les eaux. Pendant 1 an et demi, aucun train n'a circulé entre Thompson et la baie d'Hudson. Cette catastrophe a poussé les Premières Nations à prendre une décision courageuse. C'est quand tout avait été dévasté. On était sous le choc de découvrir tout ça. Et puis on leur a dit que la circulation devait reprendre. Et on voulait que toutes les communautés établies le long de cette ligne aient voix au chapitre et puissent dire ce dont elles avaient besoin. Ça n'a pas été facile. Et c'est mon père qui a déclaré « Je veux que les Indiens possèdent cette voie ferrée, qu'elle appartienne au peuple des Premières Nations. » C'était assez exaltant. Le lendemain matin, dans la réserve. Elle ne compte que 200 habitants. C'est l'une des plus petites communautés des Premières Nations à avoir participé à l'achat de la ligne de la baie d'Hudson. La réserve possède un bâtiment administratif. Et la chef de la communauté a ici son bureau. Les Pays-Bas? Ça alors? On a eu le Wi-Fi assez récemment. Le téléphone ne suffisait pas toujours. Maintenant, on a Internet en plus. Mon père, mon grand-père, il a beaucoup fait pour notre communauté. C'est lui qui a fondé cette réserve. Il a fallu obtenir des terres et il ne parlait pas notre langue. Imaginez la scène. Le Premier ministre qui parle français, mon grand-père qui ne parle que le cri. Ils devaient tous les deux avoir un interprète. La réserve comporte des lacs. Ici, les peuples autochtones peuvent mener une vie proche de celle de leurs ancêtres. Aujourd'hui, Betsy part à la pêche au brochet avec son petit-fils et sa fille. Oh là là! Tiens-le bien. Oh my goodness. Oh. C'est un bon coin de pêche. Le tien est un peu plus gros que le mien. Faudra en pêcher un autre. Je le remets à l'eau. S'ils sont trop petits, il n'y a pas beaucoup de chair dessus. Voilà! Oh non, encore un petit. Mais il se débat comme un fou. Il me faudrait une pince. On fait quoi? On le garde? Oui, on va le garder. On a arraché ses branchies avec l'hameçon. Alors on va le garder. C'est important de prendre soin des animaux et des poissons, et surtout de remettre les petits à l'eau pour qu'ils puissent grandir. On pourra toujours les attraper plus tard, et ils nous nourriront à ce moment-là. On les aura l'an prochain. Ça fait partie de notre culture de respecter la terre et la nature. J'aime bien être dans la nature, c'est chouette. C'est pour cette raison qu'on protège la terre quand on est ici. J'adore pêcher et chasser et vivre dans la réserve. Je n'imagine pas habiter ailleurs. Retour près de la ligne de chemin de fer, au niveau d'Ilford. Le petit brochet est immédiatement préparé. Délicieux. Oui, très bon. On dirait du poulet. 5 sur 10. 10 sur 10. Pareil.
Ah, on a des visiteurs. C'est un plaisir de rentrer pour manger du poisson frais du lac. C'est toujours un soulagement de revenir ici. Je n'aime pas la ville. Retour à bord du train. Pour cette deuxième nuit, les vœux des voyageurs sont exaucés. Une aurore boréale illumine le ciel. On voit un peu l'aurore boréale. C'est génial. Je tremblais un peu. C'est beaucoup mieux que le carré noir que j'ai obtenu sur mon téléphone. Il vaut mieux ne pas aller dormir trop tôt si on veut pouvoir prendre des photos. On n'a pas intérêt à dormir du tout dans ce train. Oui, de peur de louper quelque chose. On approche de la destination finale. Le paysage a encore changé au cours de la nuit. Et Molly est fascinée par la toundra arctique. Je ne tiens plus en place. J'arrive pas à y croire. Ça fait plusieurs années que je voulais venir à Churchill et j'y arrive enfin. On est quel jour aujourd'hui? Le 19. J'ai fait des études de géographie. Je sais que l'environnement arctique est très fragile. Nous le mettons à mal par nos activités et nous sommes en train de causer son déclin. En venant à Churchill, j'espère pouvoir contribuer à renverser la tendance. Sur les derniers kilomètres, le train roule en marche arrière. À Churchill, il n'est pas possible de changer de locomotive. C'est l'heure pour les passagers de se séparer et pour certains, de commencer une nouvelle aventure. Molly va pouvoir réaliser son rêve, travailler pour le Centre d'études nordiques. Et elle verra sûrement bientôt un ours blanc. Le train va repartir dès ce soir. Le personnel n'est qu'à mi-parcours. Nathalie et les autres ont encore les 45 heures du trajet retour devant eux. Je ne pense pas à la fatigue. Il faut continuer. C'est ça l'esprit de Via Rail. On poursuit quoi qu'il arrive. Et qu'en est-il des trains de marchandises qui menacent toujours l'horaire du train de voyageurs? Il y avait 2 trains qui circulaient sur la voie. L'un d'entre eux est arrivé ici avant nous. Il ne nous a pas gênés. On a 45 minutes de retard à l'arrivée de Churchill, mais on a bien avancé. C'est comme ça que ça se passe par ici. Tout va bien et tout le monde est arrivé à bon port. Les locomotives de fret ont déjà repris du service. Elles se dirigent vers le port de la baie d'Hudson. On y stocke des provisions de toutes sortes, notamment des céréales. Rien n'est expédié par bateau, uniquement par le train. Le transport de marchandises est une activité essentielle pour la commune et ses 900 habitants. J'arrive au croisement de la L5 et la D20. Autre activité cruciale de Churchill, celle de la police des ours. Chantal McLean sillonne la ville. Pour l'instant, les seuls ours visibles sont ceux des fresques qui ornent les édifices. Mais une vraie rencontre avec l'animal peut être très dangereuse. Parfois, je suis au fond de mon lit et à 4 heures du matin, le téléphone sonne. Il y a un ours qui essaye d'entrer chez moi. Dans ces moments-là, je passe d'un profond sommeil à une énorme poussée d'adrénaline. Je saute en voiture, j'arrive et je tire un coup de semonce par la vitre pour essayer de faire peur à un ours de 400 kilos qui essaye d'entrer par la fenêtre d'une maison. Oui, on a connu quelques moments de stress. Là, on est dans le quartier des Flats. C'est un endroit très apprécié des ours. Et je cherche la moindre trace de leur présence. Des objets renversés, de la nourriture qui traîne, ou les ours eux-mêmes.
Je jette un œil pour voir s'il y a des ours qui nagent en direction de la ville. Leroy Whitmore a grandi à Churchill. Il connaît bien le comportement et les habitudes des ours blancs, et c'est aussi un pisteur expérimenté. On dirait qu'un grand mâle est passé par ici il y a quelques jours. On voit ses empreintes dans la boue. Quand un ours marche, il coordonne ses pattes antérieures et ses postérieures et pose les pieds exactement dans la trace de ses pattes avant. Donc on dirait un animal bipède, même s'il marche à quatre pattes. Il ne faut jamais suivre les traces d'un ours. Il pourrait y en avoir d'autres qui se cachent là derrière, dans les rochers et les saules. C'est surtout l'automne que les ours blancs se rassemblent sur la baie d'Hudson. Ils attendent que la banquise se forme pour partir à la chasse aux phoques. Pour Chantal, c'est la période de tous les dangers. Le plus dangereux, c'est quand l'ours n'a pas peur ou qu'il n'est pas intimidé par les mesures d'effarouchement. On a toujours nos fusils à portée de main et on utilise uniquement des cartouches détonantes. Ça, c'est un de nos pièges à ours, avec un appât de viande de phoque. On a des caméras de surveillance de l'autre côté du piège, donc on peut toujours savoir ce qui s'y passe. On ne place les ours dans notre bâtiment de retenue que si leur comportement est conditionné par la nourriture et qu'ils risquent d'avoir une interaction dommageable avec l'homme. Le but, c'est de transférer ces ours par hélicoptère au nord de Churchill. C'est dans cette direction que les ours blancs se dirigent d'eux-mêmes à l'automne. On garde les ours pendant 30 jours. L'idée est de casser l'association qu'ils ont faite dans leur tête entre l'humain et la nourriture. Donc on ne leur donne rien à manger durant tout ce séjour dans notre hangar. À ce moment-là, de toute façon, ils vivent déjà sur leur réserve de graisse. On a relâché un ours blanc ce matin. Et c'est la première fois à notre connaissance qu'une ours femelle est transportée par un garde nature femme et une pilote femme. Je suis assez fière. La nouvelle de la libération de l'ours s'est vite répandue dans Churchill, parmi la population locale comme parmi les touristes. C'est génial. Je n'avais jamais vu d'ours dans les airs de ma vie. C'est assez incroyable comme spectacle. Ce n'est pas quelque chose que je risque de voir chez moi, dans ma grande ville. J'ai vu les deux choses que je ne voulais pas manquer. Une aurore boréale dans le train et un ours blanc. Les deux cases sont cochées. C'est un super voyage. Les ours blancs qu'on voit allongés paresseusement dans la toundra économisent leurs forces avant la saison de la chasse. De par ses origines inuites, Leroy se sent relié à cet animal. Pour le chaman, c'était un ami. L'esprit de l'ours blanc lui venait en aide, que ce soit pour communiquer avec quelqu'un à distance ou pour garantir une bonne chasse. Le chaman parlait à l'ours et l'animal l'aidait. J'ai croisé cet ours l'été dernier. Il faisait 28 degrés. Il y avait un coucher de soleil magnifique et j'ai remarqué 4 pattes et un museau qui dépassaient de l'eau. L'ours s'est mis à nager vers moi, alors j'ai entonné un chant inuit, le yaya. J'ai continué pendant environ 10 minutes. L'ours me regardait droit dans les yeux. C'était un moment inoubliable. Autour de Churchill et de la baie d'Hudson, la toundra semble s'étendre à l'infini. Pour s'orienter,
Les Inuits ont bâti ici des panneaux indicateurs de pierre. C'est comme un ancien post-it dans un paysage très uniforme. Ces empilements de pierres sont des messages du passé. Cet Inukshuk a été conçu pour ressembler à un être humain. Il y a très peu de repères dans le paysage pour déterminer notre position dans l'espace. Certains Inukshuk sont ouverts en leur centre. Ça permet de regarder à travers pour voir dans quelle direction aller. On ressent quelque chose de magique à Churchill, une sorte d'atmosphère de dernière frontière. J'adore vivre à Churchill. J'y ai passé toute ma vie, ça fait près de 50 ans. Et même si je partais d'ici, je porterai toujours cet endroit en moi. En train jusqu'à la baie d'Hudson. Un voyage inoubliable vers Churchill, pour les ours blancs, pour l'immensité des paysages et pour les aurores boréales. Dans les légendes des Inuits, ces étranges lueurs sont les âmes des défunts qui jouent à la balle avec les crânes des morses.